C'est toujours un plaisir de démarrer les premières heures de la journée en votre compagnie. Fidèles téléspectateurs de Bonjour le Bénin, merci de toujours nous préférer. On découvre tout de suite le menu. Le châtiment corporel, souvent utilisé à des fins de correction, de discipline ou encore de punition, peut s'avérer être une source de dérive et dans certains cas être considéré comme une infraction punie par la loi. À partir de quel moment tombe-t-on donc sous le coup de cette loi et que faut-il savoir pour éviter les abus? C'est à suivre dans cette émission. C'est un événement automobile et de randonnée sur route, qui met en circulation des véhicules sur des parcours définis. Le Django Rally mêle découverte, tourisme et conduite encadrée. À travers l'initiative, c'est aussi l'image du sport automobile et du tourisme routier qui est mis en avant. On y revient dans Événements à la une. Et puis, santé mentale. La santé mentale est aujourd'hui reconnue comme un élément essentiel du bien-être global. Elle touche à notre équilibre émotionnel, psychologique et social et peut être fragilisée par le stress, les pressions quotidiennes ou encore les conditions de vie. Mais quelles solutions existent pour mieux l'encadrer et la prendre en charge? Christelle Tongodo y dédie sa chronique. Mais avant le développement de tout ceci, vous le savez, c'est l'heure du bulletin d'information. Victorine Bondé est déjà en place. Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver ce matin. Démarrons tout de suite. Au lendemain des dernières échéances électorales au Bénin, une interrogation s'impose dans le débat public. Quel avenir pour l'opposition? Entre recomposition du paysage politique et appel à une trêve, eh bien, les lignes semblent évoluer. Dans le département des collines, notamment à Banté et Dassa, plusieurs citoyens pensent que l'opposition dans sa configuration actuelle peine à se réinventer et pourrait même s'effacer au profit d'un engagement collectif pour le développement. Écoutons leurs propos au micro de Pierrette Adayossi et Kadnel Kakbo. Est-ce que nous pouvons encore parler d'opposition au Bénin si déjà les cadres de l'opposition, la tête de l'opposition, tous se sont retrouvés à la mouvance? Donc c'est qu'il n'y a plus d'opposition. S'il devrait avoir opposition, c'est qu'ils devraient maintenir jusqu'au bout leur position d'opposant. Celui qui a représenté l'opposition pour les élections présidentielles, c'est M. Hunkwe. Si lui-même a démissionné, ça veut dire que encore nous opposer encore, s'opposer par rapport au développement du Bénin, je crois que c'est une erreur. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance du monde économique, voire même militaire, parce qu'elle ne s'est pas encore démontrée. On a fini avec les pagailles. Le Bénin a évolué avec plus de 100 partis politiques. On est arrivé à quel point? Aujourd'hui, avec le président Patrice Talon, nous voyons l'évolution du Bénin. Le Bénin est reconnu aujourd'hui par le monde. Avec les centaines de partis politiques qu'on avait au passé, quels sont les résultats? Quand vous lisez l'article 5.1 de la Constitution, des modifications notamment apportées à la Constitution, il a été dit au niveau de l'alinéa 4 que les activités politiques dont le but de faire la compétition électorale, que toutes ces activités sont interdites. Mais quand vous lisez l'alinéa 1 du même article, c'est dit que l'opposition peut toujours mener ses activités, mais en faisant bien entendu des propositions pour résoudre les problèmes qu'elle soulève. À l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, la commune de Banté était une commune opposante. Mais lors des élections passées, la commune est sortie de sa zone rouge pour devenir totalement verte. Pourquoi pas même zone blanche, puisque nous avons battu le record. Les gens ont compris. Vous avez vu d'abord le taux de participation. 63,quelques%. C'est important. Ça veut dire que le président Talon a fait de bons boulots que les gens ne comprenaient pas au départ. Mais une fois qu'on est en train de comprendre, vous-même vous comprenez, vous voyez. Ce que nous voulons au Bénin, c'est une opposition constructive. On ne veut pas être opposant pour le plaisir de s'opposer. Si vous vous opposez à quelque chose, il faut proposer des solutions.
pour pouvoir l'améliorer. Et autre question importante dans ce bulletin, dans la dynamique des réformes institutionnelles engagées, quelle place pour le Sénat dans la nouvelle architecture constitutionnelle? Eh bien, le professeur Théodore Olo nous donne ici des précisions sur les attributions dévolues aux deux chambres dans le nouveau Parlement bicaméral. Il est au micro de Renaud Akakpo et Mariano Gankou. C'est pour moi une question protocolaire qui n'a rien à voir avec le poids du Sénat dans la vie politique. Par exemple, dans notre Sénat, les sénateurs n'ont pas l'initiative des lois. Ils n'interviennent avant la promulgation de certaines lois que pour les lois constitutionnelles généralement, les lois électorales, les lois relatives à la vie des partis politiques tels que le code électoral et autres. C'est spécifié. Les lois programmes, par exemple. Mais les lois de finances et autres, ils n'interviennent pas. Ils n'ont pas l'initiative des lois. Il faudra tenir compte de cette spécificité et ne pas penser que c'est le Sénat qui domine le pouvoir législatif. En France, il existe des sénateurs qui sont élus au suffrage universel indirect par le biais des collectivités territoriales. Mais c'est le président du Sénat qui assure l'intérim du président de la République quand il démissionne. Mais là où il existe un vice-président, ce problème ne se pose pas. Donc c'est une tradition que le vice-président prend la succession, mais quand il n'existe pas, malgré l'existence de l'Assemblée nationale, dans certains pays, c'est le président du Sénat qui prend la tête de l'État. C'est des spécificités liées à l'histoire, à la culture politique de chaque pays. Donc pour moi, la place occupée n'est pas l'essentiel, c'est la possibilité de partager mon expertise et d'apprendre aussi auprès des aînés qui ont une préoccupation essentielle. Donc je ne vais pas dire « Ah, il faut que je sois le président, sinon, qui est-ce que je suis ?» Il y a des anciens présidents de la République qui ont plus d'expérience que moi. Je suis prêt, moi, à apprendre. Je ne fais pas la politique de la chaise vide, mais si je n'ai pas la possibilité de mettre en œuvre ce que je pense être juste pour le pays, je ne suis pas obligé de rester. Parlons à présent de création de contenu qui s'impose aujourd'hui comme un véritable métier porté par l'essor des nouvelles technologies. Au Bénin, certains créateurs parviennent à se démarquer en construisant une identité forte. Gros Griot fait partie de ceux qui suscitent l'intérêt d'une vaste communauté. Allons à sa découverte dans ce reportage signé Jennifer Sachivi et Gildas Vito. Une caméra, un micro, un concept, puis les clics et les likes qui tranchent. La création de contenu ne se résume pas à un élan spontané. C'est un travail de précision construit dans la durée entre régularité, créativité et stratégie. Au Bénin, ils sont de plus en plus nombreux à investir ce terrain. Parmi eux, un créateur tire son épingle du jeu avec des contenus qui captent l'attention et génèrent de l'engagement. Le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. Pourtant, rien ne laissait présager un tel parcours. Ma toute première vidéo, c'était sur ma page Facebook. Ça doit être en 2017 ou 2016. Une vidéo, j'ai eu l'idée juste de faire des monologues. Je l'ai enregistré, je l'ai posté. C'est vrai que voilà, c'était les 2 vues, les 3 j'aime, moi, mes petits frères, tu vois, qu'on aimait. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. Je sentais déjà le potentiel. Je me dis, j'ai quelque chose à montrer quand même. Puis il y a eu ce moment charnière, une vidéo, un choix audacieux, sortir de sa zone de confort. Je faisais mes vidéos de blagues en fond sur TikTok. Et il y a un internaute qui me laissait chaque fois des commentaires que selon lui, je pouvais quand même faire mes vidéos en français. Un jour, j'ai décidé de lui montrer quand même que j'ai été à l'école. Donc, j'ai écrit un texte et je l'ai juste enregistré et publié comme ça sur ma page Facebook, TikTok. Donc, j'ai laissé le téléphone, je vaquais à mes préoccupations. Quand le soir, j'ai repris le téléphone et j'ai vu que la vidéo était partout déjà. Un enchaînement presque inattendu, né d'un concours de circonstances, mais surtout porté par le travail. Aujourd'hui, il trace sa voie avec davantage d'assurance. Moi, il y a des connaissances, il y a des gens que je n'aurais jamais pensé rencontrer dans ma vie.
Mais grâce aux réseaux sociaux, grâce à mes sorties, ces gens-là me rencontrent aujourd'hui. Il y en a même qui se déplacent vers moi. Donc je pense que c'est grand. Mais derrière les écrans, les défis restent bien réels. Pour beaucoup, une meilleure structuration du secteur devient indispensable afin d'en maximiser les retombées. Tous les pays sont en train de faire la course à l'image maintenant, à la connaissance. Et vu tout ce que l'État a investi dans l'image du pays pour amener des touristes, pour mieux vendre le pays, je pense que ordonner, prendre en charge ces créateurs de contenu, ces médiantes griffes, les former, mieux les outiller pour bien vendre l'image du pays, c'est plus que jamais le moment. En pleine expansion, la création de contenu redessine les contours d'un nouveau paysage digital, un univers en mouvement où se croisent visibilité, opportunités et contraintes. Autre actualité, sur la route des pêches, la police républicaine monte au créneau contre l'occupation des espaces publics. Elle relance les opérations afin d'améliorer la fluidité du trafic et garantir davantage de sécurité. Saint-Tiche Quimpon et Mariano Gankou ont suivi cette opération de près et nous en disent plus. Trottoirs occupés, routes grignotées, ici, l'ordre reprend progressivement ses droits. Sur ces tasses très fréquentées, les agents de la police républicaine sont en opération. Ils ont interdit de vendre ici de manière à salir l'endroit, mais en récidive. On est conscient que c'est pour la propreté des routes. Face à eux, des usagers, parfois surpris, parfois résignés, comme ce vendeur contraint de libérer le trottoir en bordure de plage. Un espace pourtant destiné en priorité aux piétons. Ils ont demandé de ne pas utiliser l'espace en désordre. Maintenir cet espace propre, c'est agir pour notre bien commun. Le long de la route des pêches, chaque mètre est désormais sous surveillance. Objectif, mettre fin aux occupations irrégulières qui défigurent l'axe et entravent la circulation. Il y a certaines personnes qui barricadent ou bien ils mettent des cônes sur les parkings pour empêcher les usagers de la route de garer librement leurs véhicules, soit disant que c'est devant leur maison ou c'est leur devanture et que ça devient privé. Alors, c'est pas privé, c'est pour tout le monde. C'est des parkings publics, c'est l'État qui l'a fait, donc le premier arrivé, c'est le premier qui gare. Nous sommes descendus sur le terrain pour pouvoir ramasser ces balises, ces cônes qu'ils placent pour pouvoir empêcher les autres usagers de jouir de ce bien public. Une présence dissuasive, mais aussi pédagogique, car au-delà de la répression, c'est un rappel à la responsabilité collective. Marquons à présent un arrêt sur ce communiqué de la mairie de Cotonou qui évoque les fortes pluies enregistrées hier et qui ont entraîné de grandes difficultés de circulation et de déplacement. Le maire assure que les équipes techniques de la mairie sont depuis hier déployées dans les zones les plus touchées afin de faciliter l'écoulement des eaux et d'améliorer progressivement les conditions de circulation. Un travail d'identification des points critiques a été aussi engagé dans l'ensemble des arrondissements afin de permettre des interventions plus ciblées et plus efficaces. L'autorité municipale appelle donc les populations à éviter les zones inondées dans la mesure du possible et à faire preuve de prudence. Et à Parakou, l'État béninois veut désormais organiser le développement du territoire autour de pôles régionaux structurés. Objectif, mieux investir et surtout impliquer les acteurs locaux dans les choix stratégiques. Élus, techniciens et opérateurs économiques du pôle Nord-Est se sont réunis hier à la salle de préfecture du Borgou pour échanger autour de cette nouvelle vision. Le compte rendu avec Ronald Robinson et Judicaël Ayena. À Parakou, une nouvelle dynamique territoriale se met en place. Le présent atelier vise d'une part à partager avec l'ensemble des acteurs que nous sommes le contenu du pôle de développement Nord-Est, ses villes motrices, les potentialités territoriales, les vocations économiques et les relations entre les centres urbains
et leurs périphéries, et d'autre part, proposer des orientations claires, des priorités partagées. Au cœur des échanges, le schéma national d'aménagement du territoire, un outil stratégique adopté pour corriger les déséquilibres et structurer le développement. Il y a une évaluation qui a été faite. Plus de 1400 agents ont été déployés au niveau des nouveaux chefs-lieux de département. Cela produit comme effet l'amélioration du taux d'encadrement de l'État, c'est-à-dire la présence de l'État au niveau des territoires. Le prochain président compte aller plus loin maintenant, de manière à ce qu'on ait une autorité qui pilote les pôles régionaux de développement. Le pays est désormais organisé en 6 pôles régionaux avec une logique claire, valoriser les potentialités locales et créer des synergies entre territoires. La politique du pôle régional doit permettre de révéler les spécificités liées à chaque territoire. Une approche qui redonne aussi une place centrale aux communautés locales. Nous serons impliqués dans le choix, n'est-ce pas, des infrastructures, dans le choix des éléments qui font le développement de notre commune. Nos propositions sont recueillies en vue de mettre une stratégie finale. C'est une très bonne chose. Les départements du Borgo de la Libori sont essentiellement agricoles. Nous voulons aussi être un grand pôle de développement, c'est-à-dire avec des industries, avec des innovations, mais aussi culturellement. Donc il faut que tout ça soit mis en valeur. Entre vision nationale et attente locale, le défi est de passer des ambitions aux réalisations concrètes. Parlons agriculture à présent avec la filière cajou qui se modernise au Bénin. Le gouvernement, à travers le projet PACOFID, entend des projets d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations, veut booster la production nationale. Les travaux de réhabilitation s'étendent sur une vaste superficie de 25 000 hectares. Nestor Sela et Judicaël Ayena sont témoins de cette opération à Boko. Suivi. C'est parti pour la réhabilitation de plus de 25 000 hectares de plantations d'anacadiers. Ces interventions menées dans les anciennes plantations permettent de restaurer leur productivité et d'améliorer significativement les rendements. Sans réhabilitation, on ne peut pas avoir un bon rendement dans les fermes, dans les plantations d'anacards. Ce projet, PACOFID, vient pour la réhabilitation des plants. Donc forcément, nous saluons l'initiative et nous espérons quand même que dans les années à venir, le rendement sera plus élevé. L'autorité en charge de l'agriculture donne des consignes fermes pour assurer la réussite de cette opération qui entre dans sa dernière année de mise en œuvre. Dégagez tout parce qu'on ne sait jamais si vous laissez les résidus dedans et qu'éventuellement les enfants sont en train de chasser les rats et qu'ils mettent le feu. Alors c'est de l'essence que vous avez sous le bois comme ça. Faites tout pour que le feu ne passe plus jamais sous ces temps de cajou. C'est important. Tout le reste, ça viendra après. Je profite de l'occasion pour demander aux brigadiers, soyez professionnels. L'année commence, c'est à peine 3 mois que vous avez pour travailler. Ciblez vite les champs, prenez les contacts qu'il faut avec les propriétaires des différents champs, marquez les arbres. Donc tout ce qu'il y a le long des grands axes là, faites tout pour intéresser les propriétaires et que les éclaircies là soient faites là-dessus. Porté par le projet PACOFID, cette opération vise à booster durablement le rendement des plantations d'anacadiers au Bénin. Ce bulletin d'information se referme ici. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée de jeudi à toutes et à tous. Bonjour, le Bénin se poursuit et quant à moi, je vous dis à demain, même heure, toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup à vous, Victorine Bondé, donc, pour cette présentation. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Demain, c'est ça. Toujours avec le même plaisir. Cette émission se poursuit. Place à présent à la première rubrique. C'est bien sûr l'invité. Longtemps considéré comme moyen de correction et de discipline, le châtiment corporel continue de créer bien de dommages. Gifles, fessées et autres coups restent encore banalisés dans certains espaces éducatifs malgré les conséquences qu'ils peuvent avoir sur le développement physique et psychologique, bien entendu, de l'enfant. Entre tradition éducative, autorité
parental et droit. Justement, le débat reste entier. Alors, que dit réellement la loi face à ce phénomène et où est-ce que commence la violence? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau une dame pour vous qui est experte en la matière. Il s'agit de Sophia Ametepe, juriste et militante pour les droits humains, justement, qui est en train de prendre place sur ce plateau. Vous pouvez venir, Madame Ametepe, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous laisser prendre place. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, pour démarrer déjà, on va parler de la notion du châtiment corporel et de ce qu'elle recouvre aujourd'hui dans la société. Ok, merci beaucoup à vous. Je suis heureuse d'être sur ce plateau. C'est un plaisir. Votre sujet, il est d'intérêt. Le châtiment corporel au Bénin actuellement, il est d'intérêt. Et par définition, on retient que le châtiment corporel est une punition qui implique un usage de violence physique visant à infliger des sanctions, visant à infliger une douleur ou un désagrément à quiconque dans le but de corriger un comportement. Et peu importe son degré, peu importe sa légèreté, elle consiste quand même ou elle compte comme un châtiment corporel. Ok, alors donc à partir de de façon concrète, plus précisément, parce qu'il y a certainement des parents ou d'autres éducateurs qui sont devant leur écran et qui nous écoutent, à partir de quel moment cela peut-il être préjudiciable? Parce que très vite, c'est arrivé, on donne une petite tape, une petite claque. À quel moment ça devient un danger? Ok, il est vrai que la loi ne reconnaît pas une gifle ou une tape comme une violence. Enfin, comme une méthode d'éducation. D'accord. Voilà. Quelle qu'elle soit, même minime, la loi ne la reconnaît pas comme une méthode d'éducation. Quoique, la loi pénale nous dira en son article 515 que les violences faites sur les enfants, les châtiments corporels, les coups ou blessures faites sur les enfants, qui les a privés de soins, d'alimentation, est puni de 5 ans d'emprisonnement ou de réclusion, mais à l'exclusion des violences légères. Et là, on va parler peut-être des petites tapes. On va dire que la loi pénale en elle-même ne sanctionne pas les petites violences. Oui, les petites tapes. Quoique, si tu ne fais pas attention, qui vole un œuf volera un bœuf. Donc, si tu ne fais pas attention et tu fais une petite tape de main, tu feras plus grand un peu plus grosse. Et tu seras sanctionné. Alors, j'aime mon enfant. Hein. On va parler terre à terre. C'est sûr que c'est ce que les parents se disent devant leurs écrans. J'aime mon enfant. C'est dans notre tradition de l'éduquer. Certains vous diront, même les livres saints recommandent et la société également corrige l'enfant. À quel moment vous transformez ça en violence, vous, les hommes du droit? C'est vrai quand même que dans la société, c'est notre pratique, c'est pratiquement notre héritage, notre modèle d'éducation que nous avions hérité. Donc, on est vraiment attaché à cela. On se dit vraiment que c'est la frappe qui corrige, c'est la frappe qui change le comportement. Donc, c'est un peu ça dans notre tradition. Quoique, ce n'est pas vraiment autorisé parce qu'il y a d'autres méthodes alternatives qui sont quand même prévues par la loi et on devrait plus aller vers ces méthodes-là. C'est vrai que ce n'est pas notre héritage et on n'est pas forcément habitué, mais on peut s'adapter à cela. Donc oui, nos origines ou nos cultures nous ont inculqué une manière de corriger ou d'éduquer, mais en soi, ça porte atteinte à l'intégrité. Donc la loi a dit, le code de l'enfant a dit que lorsque tu portes atteinte à l'intégrité de l'enfant, peu importe la sanction, elle est incriminable. Elle compte comme châtiment. Alors, le châtiment corporel, on en entend parler, ça fait un moment quand même. Il y a eu des sensibilisations, notamment les textes que vous avez cités. Sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression que ça prend? Est-ce que vous avez l'impression que les gens arrêtent justement de frapper? Oui, sur le terrain, on a par contre remarqué que dans les écoles, ça a un peu plus pris. Parce que le châtiment corporel, c'est vrai, en général, on va dire quand tu tapes un enfant. Mais on remarque plus que c'est vraiment pratiqué dans les établissements scolaires. C'était ce qu'on avait remarqué. Mais à partir de 2018, lorsque l'État a milité ou l'État a fait des sensibilisations, a fait sortir des notes pour que cela arrête, on a remarqué que ça a légèrement changé. Quoique d'autres écoles étaient quand même toujours sur ce pan-là. Et en 2020 et en 2023, le ministre de
l'enseignement a relancé et a dit que j'ai fait sortir une note pour dire arrêtez, mais il y a certains qui continuent toujours, donc arrêtez. Du coup, avec l'affichage qui est fait, l'obligation d'affichage de ce règlement-là, qui interdit les châtiments corporels, qui est fait aux écoles, on a remarqué que dans les écoles, ça a diminué. Mais dans les familles, ça reste quand même la méthode la plus... On nous dit en famille que c'est mon enfant. Fiché, ouais, donc je peux la frapper. Donc, ça reste, et justement, en dehors des écoles, est-ce que cela, au Bénin, bien entendu, dans la pratique, effectivement, on le sait, lorsque vous êtes promoteur d'établissement ou éducateur, enseignant, vous risquez, lorsque vous vous mettez à donner des coups aux enfants. Est-ce que dans la réalité, dans la famille, c'est possible? Ce n'est pas du tout pour susciter à quoi que ce soit, mais est-ce que lorsque je frappe mon enfant, je m'expose sous le coup de la loi autant que les enseignants? Bien entendu, et peut-être même plus, je vous lirai deux dispositions de la loi, parce qu'on aime beaucoup ça, nous les juristes. L'article 39 du Code de l'enfant dit que les parents ou les personnes exerçant l'autorité tutélaire s'assurent de l'administration de la discipline familiale de manière à ce que l'enfant soit traité avec humanité et respect dû à la dignité humaine. Et elle précise qu'ils peuvent, en cas de nécessité, administrer à l'enfant toute sanction. En aucun cas, la sanction ne doit revêtir la forme d'atteinte à l'intégrité physique. L'atteinte à l'intégrité physique, là, on parle du châtiment corporel qui est interdit, donc même dans le cadre familial. Et on va voir, là où je dis que peut-être c'est beaucoup plus bas, beaucoup plus grave encore pour les parents, l'article 615 du Code pénal nous dit que lorsque tu as frappé ton enfant et que cela a suscité ou a entraîné des incapacités ou une maladie durant de plus de 8 jours, tu es beaucoup plus pénalement punissable que quelqu'un qui a frappé qui n'a pas duré 8 jours. Mais que si les coupables sont les pères et mères naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité. Donc ça devient encore plus grave. Oui, ça devient plus grave et un peu inquiétant quand même pour les parents parce qu'il y a de ces enfants qui sont, je dirais quand même récalcitrants. Il faut forcément aller avec, comme on dit, la chicotte pour qu'ils puissent se saisir. Donc quelle alternative vous nous proposez si vous nous interdisez de frapper nos enfants, de les corriger? Bien sûr. Il y a plusieurs sanctions. Il y a que la loi elle-même dit, ce n'est pas la privation ou l'interdiction de la violence physique qui vous enlève l'autorité parentale. Vous avez cette autorité-là sur les enfants et donc vous pouvez adopter les sanctions que vous jugez nécessaires. Et au cas par cas, ça peut être le dialogue, ça peut être la privation de jeu, ça peut être la privation d'avantages pour cet enfant-là. Et la loi dit que toute sanction doit avoir un caractère pédagogique. Donc, cherchez peut-être même, forcez-le à faire des exercices, mais voyez votre enfant, quelle sanction lui convient et évitons peut-être de taper. Et parlons de sanctions de façon concrète également. Lorsqu'on tombe dans ces revers-là, qu'est-ce qu'on risque? OK. Lorsque c'est des coups que tu portes à l'enfant ou que tu le blesses sans qu'on ne compte les violences légères, parce que je l'ai dit, la loi dit les violences légères ne sont pas forcément pénalisables. Mais lorsque tu portes de petites fessées très gentilles, là ça va encore. Ça va encore, mais on ne veut pas le dire pour éviter qu'on vole un peu. Absolument. Donc voilà. À l'exception des violences légères, lorsque tu portes un coup ou une blessure à un enfant, tu risques entre 5 et 10 ans et une amende. Donc, selon l'appréciation du juge, ça peut être 5 ans, 6 ans. Mais non, lorsque tu as frappé ton enfant, ça a entraîné, comme je le disais tantôt, une incapacité ou une maladie de plus de 8 jours. Donc, tu commences par compter. Si ça vient à 7 jours, tu sais que je suis dedans. Mais si ça tombe sur plus de 8 jours, tu es dans le problème. Donc, voilà, tu es entre maintenant 10 ans et 20 ans. 10 ans et 20 ans, 10 ans et 20 pour ans. avoir frappé un enfant. Ah oui, et qui lui a causé une incapacité de plus de 8 jours. En 10 ans. Et maintenant, lorsque tu es son père, tu cours la réclusion à perpétuité. La réclusion à perpétuité. Alors, justement, on se rend compte, hein, vous n'êtes pas sans le savoir certainement, on l'a vu passer, il y a eu des châtiments qui, d'une façon ou d'une autre, ont causé des pertes en vies humaines récemment. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à aborder ce sujet-là. Cette déviance que nous observons et peut-être qu'on ne voyait pas forcément avant, qu'est-ce qui peut avoir provoqué cela? Ou est-ce qu'il y en avait mais on ne savait pas? Si, il y en avait toujours, mais vous voyez aujourd'hui avec l'avènement du numérique, avec les influenceurs et tout ça, on a beaucoup plus de chances de voir là où on ne voyait pas. Donc ça a toujours existé, mais maintenant ça
ça nous porte, enfin, on a la vision maintenant parce que d'autres personnes filment, d'autres personnes publient, donc on voit beaucoup plus, quoique ça avait toujours existé quand même. Et je me dis peut-être même que ça a réduit à cause des sanctions qui ont été faites, même si la sensibilisation reste encore beaucoup à faire pour éradiquer totalement Et cela. justement, en tant que militante des droits humains, quelle initiative vous menez dans ce sens-là? Ok, militante et étoile des droits humains, j'aurais dit, à cause d'Amnesty International, on mène quand même pas mal d'actions pour sensibiliser sur les sanctions. Parce que parfois, quand les gens sont en manque d'informations ou n'ont pas l'accès à l'information, ils ne savent pas forcément qu'ils tombent sous le coup de la loi. Mais plus ils sont informés, plus ils se retiennent à faire des choses ou qui portent atteinte aux enfants. Donc oui, on fait des sensibilisations, on porte à la connaissance de la population les actions qui sont interdites par la loi et comment est-ce qu'ils peuvent éviter et les alternatives. Parce que souvent dans les sensibilisations, on vous dit, ah, vous nous interdisez, mais quelles sont les alternatives? Et là, on leur propose quand même les choses qu'ils peuvent faire. Bon, donc voilà. Et justement, il y a eu 2 ou 3 cas récemment de châtiments corporels qui ont été plutôt fatals pour 2 ou 3 enfants. Est-ce qu'il y a des signes lorsqu'on est dans cette posture-là pour savoir, évidemment, la loi condamne toute tape, mais est-ce qu'il y a des signes pour savoir qu'on veut dévier et peut-être tuer l'enfant? Bon, c'est pourquoi on dit qu'il faut même éviter le plus bas. Parce que moins tu le fais, moins tu as de risque d'aller dans des situations plus graves. Donc, autant ne pas le faire du tout et adopter les méthodes plutôt pacifiques prévues par la loi. Éviter en tout cas le recours à la violence physique, en tout cas. Mais dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait, est-ce que je dois dire un suivi, je ne sais pas si je dois dire psychologique, parce que c'est quand même difficile. On a été longtemps moulé dedans, on a peut-être été éduqué de cette façon. Et lorsque le parent est un peu énervé ou voit l'enfant en danger, est-ce qu'il a tout de suite le réflexe de dire « calme-toi, assieds-toi, on va discuter », alors qu'il se dit là, il ou elle est en train de se mettre en danger, il faut que je réagisse. Est-ce qu'il y a un travail que vous faites dans ce sens ou qui est prévu? Bon, je dirais toujours la sensibilisation, hein, parce qu'on dit aussi, c'est vrai, le changement de la loi, le changement juridique, oui, mais le changement culturel également. Parce que c'est là notre plus grand problème. C'est vrai, les lois ont changé, les lois veulent que ça change, mais si le changement de mentalité ne vient pas, le problème va persévérer. Et donc, la sensibilisation permet de changer, parce que c'est le but de la sensibilisation, ça permet de changer la mentalité des gens sur ce phénomène-là pour éviter d'être sur le coup de la loi. Est-ce qu'ils sont réceptifs quand vous allez vers eux? Je veux parler, par exemple, d'une région où la tradition est fortement ancrée. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous comprennent et qu'ils essaient vraiment de changer d'attitude? Au départ, bien entendu, ils ne le sont pas du tout, parce que c'est la culture. Donc, au départ, non, ils ne le sont pas du tout. Mais après, parce que le problème, c'est l'alternative. Eux, ils veulent éduquer leur enfant. Donc, quand tu arrives à leur trouver des alternatives, le but aussi, la manière pour toi, c'est d'arriver à les convaincre. La chance pour toi, c'est d'arriver à les convaincre des méthodes alternatives que tu as. Donc, dans les cas où on arrive à les convaincre avec les méthodes alternatives, ça va. Mais dans les cas où on n'arrive pas, alors là, ça pose problème. Ou peut-être même ils te disent, OK, d'accord, je ne vais plus le faire, j'ai compris. Ah ouais, les peines sont parties. Ah ben ouais, voilà, ça recommence. OK, donc, et est-ce que ces méthodes alternatives marchent bien? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de punition, de privation, de certains jeux, de dialogue surtout. Est-ce que vous pensez que ça porte ses fruits? Parce qu'il y a de ces enfants qui sont très récalcitrants. Oui, je pense quand même que ça porte ses fruits. Peut-être, c'est ça, on va dire, la persévérance, on va dire la patience, peut-être plus lent à nos yeux que le recours à la violence physique, peut-être plus lent, mais quand même ça porte ses fruits. Parce qu'encore, il faut dire que lorsqu'on recourt à ces méthodes pacifiques, ces méthodes alternatives, il n'y a pas vraiment d'atteinte après sur la psychologie de l'enfant. Mais quand on fait recours à la violence physique, ça a beaucoup d'autres conséquences négatives. Donc, quand on pèse le pour et le contre, on prend toujours la méthode alternative. On parle de châtiment corporel, mais est-ce que ce sont uniquement les enfants, comme on le dit, qui sont concernés? Oui, quand on parle de châtiment corporel, c'est toute personne à qui on adresse ou contre qui on dresse une violence physique dans le but de corriger un comportement. Mais souvent, c'est collé à la peau des enfants parce qu'on remarque que c'est plus les personnes dont on veut changer le comportement. Exactement. Donc, souvent, entre adultes, on va parler de coups et blessures volontaires en termes juridiques, mais souvent, pour les enfants, on parle de châtiment corporel. Donc, en général, quand même, si on va définir, on va dire toute atteinte physique contre une personne.
Mais plus, on va plutôt le coller aux enfants parce que c'est d'eux qu'on veut changer des comportements. Absolument. Donc, si je prends un exemple d'adulte, des bagarres, par exemple, ou les violences domestiques, les VBG. On va parler de VBG, de coups et blessures volontaires, voilà. Exactement. Cela. Et est-ce qu'il y a les violences psychologiques et verbales qui sont également prises en compte lorsqu'on parle de ce type de châtiment? Oui, lorsqu'on parle de... Bon, si on parle de châtiment corporel, ça sera uniquement les atteintes physiques. Mais si on ne précise pas châtiment corporel, on dit peut-être corporel ou moral ou psychologique. Oui, parce qu'on parle de l'intégrité de la personne, l'intégrité de l'enfant. On dit on doit préserver son intégrité physique et morale. C'est ce que dit le Code de l'enfant. Ce qui voudra dire que aussi bien verbal que physique, il faut quand même essayer au mieux que possible d'éviter l'humiliation, le rabaisser, il faut au mieux éviter. Privilégier le dialogue et pourquoi pas les punitions. Mais on revient à présent sur le cas des enfants, puisque vous parlez de changer de comportement. Est-ce que les écoles ou les centres éducatifs sont outillés suffisamment ou pourquoi pas encadrés sur cette lancée afin d'avoir la bonne attitude? Parce que j'ai envie de dire, les élèves, je ne suis pas du tout enseignante, mais je sais, les élèves, ils peuvent vous pousser à bout parfois. Et oui, ce qu'on a entendu sur le terrain lorsque ces lois sont sorties, c'est que les enseignants nous disent que, mais voilà, c'est un gros problème que vous nous apportez parce que les enfants disent, on ne peut pas me toucher, la loi a dit, on ne peut pas me toucher. Donc, mais ça, voilà. C'est risqué. C'est risqué quand même. Quoi qu'on dit, lorsque c'est le cas, il faut envoyer l'enfant vers le surveillant pour qu'il décide de la sanction correspondante. Parce que tu peux vouloir sanctionner un enfant par les coups physiques et le blesser ou le tuer. Voilà, donc il faut au mieux éviter au mieux que possible. Est-ce qu'on est au Bénin, soyons réalistes, est-ce que les dispositifs d'accompagnement en ce qui concerne tout ce qui est pénal est vraiment efficace? Oui, je crois que ça l'est, parce que quand ça tape sur les doigts pour une ou deux, ça amène la conscience collective à se réveiller, à se dire, oui, voilà, il y a quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, c'est réel. Donc, à moins qu'on n'a pas l'information, c'est là où je posais le problème de l'information. D'accord. Merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau pour nous avoir donné toutes ces explications qui étaient, ma foi, très intéressantes et on l'aura compris. Vous avez peut-être un dernier mot avant de quitter ce plateau? Oui, je dirais que l'autorité parentale n'est pas le permis de frapper. N'est-ce pas? Il faut qu'on arrête au mieux que possible. Parce que enlever aussi la violence de l'éducation, ce n'est pas vous enlever l'autorité parentale. Adoptez les méthodes les plus pacifiques et ce sera justice. Absolument. Merci beaucoup à vous. Donc, Sophia Ametepe, juriste et militante pour les droits humains. Je vais vous raccompagner. Événement à la une, donc Patrick Djossou est déjà sur ce plateau. Bonjour Patrick, bienvenue. Oui, bonjour Jenny Assier. Il faut que je vous trouve un surnom également, hein, on va y arriver. Oui. Alors, on parle aujourd'hui de différents sujets. Oui, différents sujets. On va commencer par un sujet qui nous intéresse à plus d'un titre. C'est un sujet qui va commencer le 9 mai. Le 9 mai et s'achever le 27 juillet. Juin. 9 mai, 27 juin, c'est France Alumni Day. Je vais y arriver. France Alumni Day, qui est à sa 4e édition. C'est une plateforme qui met en réseau ou en réseautage les anciens étudiants qui ont été formés en France. Pour en parler, je suis avec Estamine Mitobaba. Bonjour. Et avec Carole Martinez. Bonjour. Carole Martinez, qui est la responsable de Campus France Bénin. C'est Campus France qui s'occupe de tout cet ensemble de plateformes. Campus France, quelle est sa mission vraiment? Alors, merci d'ailleurs de l'accueil, merci beaucoup. Plaisir. Donc, Campus France, c'est une agence de l'ambassade de France, on dépend du ministère à Paris. Et nos missions, c'est d'accompagner les étudiants étrangers sur un parcours de mobilité. Donc partout dans le monde où il nous faut un visa pour aller en France, Campus France est là. Donc nos missions, on accompagne les étudiants, on les oriente, on trouve avec eux les meilleures formations qui correspondent avec leur parcours pour essayer que ces étudiants puissent partir donc, en France sur un parcours de réussite. Donc c'est vraiment... donc il y a de nombreux étudiants qui
qui veulent partir. Il y en a encore, on a eu 10 000 dossiers cette année. Ça fait quelques années qu'il y a vraiment une forte mobilité pour les études en France. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une mission assez conséquente. Oui. 10 000 dossiers juste pour le Bénin? Juste pour le Bénin, oui. Wow. Est-ce qu'il y a une particularité au Bénin par rapport à tout cet ensemble de Campus France? Non, 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 pas de particularité. Il y a de très bons profils au Bénin avec beaucoup de jeunes qui veulent aller se former. Le Bénin est en train de se transformer. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, il va falloir des jeunes et des gens formés. Donc, il y a beaucoup d'étudiants. En ce moment, il y a à peu près 5000 étudiants béninois en France. Wow. Donc, c'est quand même, c'est quand même assez énorme. Et quand on parle d'alumni, je me rends compte que le réseau, il est entretenu, même lorsqu'ils partent, que ce soit au Bénin ou j'imagine ailleurs, lorsqu'ils partent en France, ils gardent le contact via cette plateforme, si je veux bien comprendre. Alors voilà, le but, c'est qu'en effet, un étudiant part, mais il revient aussi. L'intérêt, c'est qu'il revienne pour son pays, pour apporter les compétences qu'il aura acquises. Donc, c'est ce qui va faire le réseau des alumni. Donc, c'est quelque chose qui est très important parce qu'un étudiant qui revient, qui devient donc un alumni, c'est quelqu'un qui peut un peu témoigner de son projet de mobilité, qui peut un peu se faire le fer de lance de ce qui s'est passé en France, et puis qui va ici promouvoir l'enseignement, promouvoir ses compétences, expliquer que c'est bien d'être formé, c'est bien de revenir et de pouvoir mettre ses compétences au profit de son pays, là en l'occurrence le Bénin. Oui. Donc dans le cadre justement des alumni, chaque année Paris lance un appel à projet auquel le Bénin a répondu, donc où on a eu un label et les félicitations du jury. Donc la thématique c'était talent scientifique, découvrir, innover, entreprendre, et on a trouvé que ça collait vraiment avec le Bénin parce que le Bénin est quand même en ce moment avec beaucoup d'envie d'aller plus loin sur tout ce qui est technologie, etc. Donc on a répondu à cet appel à projet et on organise, donc c'est la 4e année où on organise les Alumni Day, dont ma collègue va pouvoir mieux vous parler. Voilà. Oui, alors chargé de projet Alumni Day, comment ça va se passer pour cette année 2026? Bonjour encore et merci pour cette occasion. Donc, comme Carole l'a déjà dit, donc, le réseau France Alumni, c'est vraiment un réseau qui est mis en place pour fédérer tous ceux qui vont. Donc, partout, il y a Campus France, il y a un réseau France Alumni. Oui. Donc, il y a plusieurs activités du réseau. Il n'y a pas que cet événement France Alumni Days. Le réseau est là en permanence pour pouvoir accompagner ceux qui reviennent aussi pour l'intégration. Parce que quand un étudiant il va en France, il fait 3 ans, peut-être 5 ans, il revient, il a besoin d'un accompagnement. Il a besoin d'un réseau qui puisse lui permettre de pouvoir aussi s'intégrer sur le plan professionnel. Donc, il y a aussi cette activité du réseau. Et il y a cet événement qui est quand même un événement phare du réseau, donc les Alumni Days, comme ça se dit, la journée des alumni. Oui. Et cette année, comme Carole l'a dit, c'est vraiment talent scientifique, découvrir, innover et entreprendre. Donc, à travers cette thématique en lien avec la science, c'est d'un côté de valoriser ces talents scientifiques béninois qui opèrent ou bien qui travaillent dans le domaine de la science, mais c'est aussi de faire de la médiation scientifique auprès des jeunes publics et du grand public également, à travers différentes activités qu'on a mis en place. Donc cette année, nous, on a voulu vraiment faire de cet événement un événement sur une durée à travers différents temps fort. Oui. Donc on a commencé par exemple parce qu'on s'est posé la question, ok, comment nous au Bénin on veut aborder la question de la science tout en valorisant les talents. Et on s'est dit que la médiation scientifique, ça passe pas vraiment là aussi. Oui. Donc on a lancé un concours qu'on a dénommé La science comme vous ne l'avez jamais vu, qui est vraiment ouvert d'un côté aux alumni prioritairement, mais aussi au grand public où on a invité les gens. Ok, pour vous, c'est quoi? Patrick et moi, on peut même venir. Bien sûr. C'est quoi la science pour vous? Donc ce concours, c'est vraiment pour que chaque personne, on puisse voir quelle est la perception que les gens ont de la science. On a reçu quand même 120 propositions de personnes qui ont envoyé des photos qui, pour eux, parlent de la science. Donc la question, c'est vraiment, c'est quoi la science pour vous? Bien, la science comme vous ne l'avez jamais vu. On a eu des photos très, très intéressantes. Et à l'issue de ce concours, on a fait une présélection de 20 photos qui vont faire objet d'exposition à l'Institut français, donc le 9 mai également. Le but, c'est que les gens puissent venir voir ces photos que des personnes ont. Pour eux, c'est la science. Oui. Et donc, on va commencer l'événement du 9, samedi 9, là, par cette exposition aussi, parce que je rappelle que le 9, samedi 9 mai, c'est vraiment le début
des Alumni Days au Bénin. Donc, ce sera une journée de lancement et en même temps une journée de... Disons un vernissage pour cette exposition. Exactement, et où on va inviter ces personnes qui ont été présélectionnées pour qu'ils nous expliquent pour eux la science qu'ils ont mis sur des photos et comment ils peuvent l'expliquer. Et en même temps, on aura une activité, une conférence où on a vraiment mis en valeur des talents scientifiques béninois, surtout les femmes, parce que nous, au Bénin, on a voulu quand même mettre cette thématique au féminin. Donc, on s'est beaucoup plus penché sur les talents scientifiques béninois qui évoluent dans le domaine de la science. On a de très belles de très beaux profils dans le réseau aluminique de femmes qui évoluent dans le domaine de la science. Donc, par exemple, pour cette conférence que nous avons dit... La thématique, si je me rappelle très bien, les talents qui inspirent. Ça va connaître la participation de 3 femmes aluminies. Donc 3 aluminards, si je peux me le permettre ainsi. Une autre personne qui est quand même une personne ressource, donc le directeur général de l'abri, M. Nouro, si je ne me trompe pas. Et également un nouveau étudiant qui sera désormais, peut-être dans 3 ans, aluminé, donc un boursier du concours Eiffel, de la bourse Eiffel 2026. Un boursier dans le domaine du doctorat. Donc, ils seront 5 à être sur ce panel-là pour échanger autour de la science, toujours dans le but de sensibiliser, d'accompagner, de montrer la science, de permettre aux gens de comprendre ce qu'est la science. Et en même temps, ces personnes qui évoluent dans le domaine de la science, ils pourront partager leur parcours. Et ça va être vraiment un temps d'échange entre le public et ces personnes-là. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde, pas qu'aux alumni, au fait. Et après, le troisième temps fort, c'est on va organiser une série d'immersions dans des lieux où la science se pratique. Donc, on ira en petit groupe pour visiter des lieux et ça permettra aussi de voir la science. Donc, c'est-à-dire découvrir la science, voir la science, montrer la science. Voilà un peu. Et ça démarre samedi et ça s'étend sur quelques jours. Oui, ça s'étend jusqu'en juillet. Donc, on aura pour les sorties en immersion, on l'a étalé quand même pour pouvoir avoir du temps, pour pouvoir ne pas être non plus trop stressé. Donc, ça s'étend jusqu'au 27 juin. Donc, la fin des alumni sera le 27 juin à travers une restitution. Et c'est aussi ce jour qu'on connaîtra celui qui a gagné le concours photo. Et aussi, ça va se combiner avec une activité qu'on appelle Connect Alumni, où on permet aux anciens étudiants qui sont au Bénin de pouvoir accompagner ceux qui ont été admis nouvellement pour la prochaine rentrée en France. Voilà. Intéressant quand même. Très intéressant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du terrain. Vous avez un dernier... Quelque chose à rajouter, justement Carole? Eh ben, oui. Donc voilà, il y a cet événement, il y a Campus. Enfin voilà, Campus France, c'est vraiment une aide vraiment pour les étudiants. Donc il faut vraiment que les étudiants prennent en compte Campus France. On n'est pas... on est vraiment une agence, on est la seule agence aussi cadrante pour accompagner les étudiants. Donc que les étudiants ne passent pas par d'autres agences, des officines, etc. On est la seule. Là c'est vraiment quelque chose de très important. On fait beaucoup de choses pour les étudiants. Donc qu'ils viennent nous rencontrer, que cet événement marque quelque chose parce que un étudiant aujourd'hui c'est un futur alumni. Donc on espère en recevoir beaucoup et que ça puisse intéresser le plus large public. Merci beaucoup à vous, chers invités. Patrick, on était avec Carole, n'est-ce pas? Carole, oui, on était avec Carole Martinez et avec Estamine Mitobaba. Merci donc, chers invités. On va vous raccompagner et je sais qu'il y a un autre sujet, n'est-ce pas, Patrick? Oui, un autre sujet. Alors, nous sommes le samedi. Nous avons parlé de samedi 9 mai. On va commencer. Il y a une autre activité qui commence ce samedi-là, samedi 9 et dimanche 10 mai. Une activité qu'on appelle Django. Django Rally 2026. Django, ça vous rappelle le film Django, mais on ne va pas parler du film. C'est une course, je dirais, une course automobile. On va planter le décor avec ce qui suit. Django Rally, c'est la rencontre de tous ceux qui sont passionnés de belles voitures, de belles autos, et passionnés de sport mécanique et des passionnés tout court. C'est une exposition de force, je vais dire, de force mécanique. Parce qu'effectivement, il y a plein de bolides et puis on voit des personnes motivées qui vont faire écoutez le ronflement. Voilà, c'est ça. Écoutez le ronflement. Moi, naturellement, en direct. Je suis fan de voitures, donc pour moi, c'est l'extase. Je suis vraiment contente d'être là.
tout ce que j'ai au préalable cité, je pense que c'était le rendez-vous qu'il ne fallait pas rater. Pour un coup d'essai, ça a vraiment été un coup de maître. Oui, et voilà. Voilà. Donc l'événement n'est pas raté, c'est dit. C'était l'événement 2024. 2025, il y a eu cet événement en même temps que le salon de l'automobile. 2026, ça va commencer et ça va carburer. Carburer, ça vous rappelle quelque chose. Quand on parle de carburant, on parle d'hydrocarbures, on parle de tout ce qui tourne autour des véhicules. On parle aussi des véhicules, on parle des concessionnaires. Nous avons avec nous 2 personnes qui représentent 2 concessionnaires de véhicules au Bénin. Nous avons avec nous Nicole et Ghislaine. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bienvenue, mesdames. Vous êtes très belles, très élégantes. Merci. Alors, lorsqu'on parle de concessionnaires de véhicules, lorsqu'on parle de personnes qui représentent des véhicules, pour chacune de vous, vous représentez qui et comment on peut apprécier tout ce que vous représentez? Parce que quand je pense à Japan Motors, quand je pense à Sonam Bénin, je pense à Honda avec Sonam Bénin, bien sûr, oui. Ou bien Japan Motors, c'est quelle marque déjà? Alors, Japan Motors, nous sommes concessionnaires exclusifs des marques de véhicules Peugeot. Ah, français. les véhicules Peugeot, oui. Nissan, Japon, et oui. Foton, qui est chinois. Il y a aussi la marque Geely, qui est aussi une marque chinoise. Donc, on fait 4 marques officiellement au Bénin. 4 marques officiellement au Bénin. Voilà. Et Sonam Bénin, vous vous occupez de combien de marques? J'ai parlé de Honda, mais il y a certainement des précisions à apporter. Effectivement. Merci, Monsieur Patrick. Je me présente déjà, Mawana Ghislaine Panou, la responsable vente et marketing chez Sonam Honda et Premium Automobile. Alors, avec Sonam Honda, nous faisons les marques Honda. Et avec Premium Automobile, nous faisons les marques MG, Maxus et Bestune. Donc, en gros, avec le groupe, vous avez 4 marques, dont nous sommes les distributeurs officiels. D'accord. Donc, justement, à vos côtés, Ghislaine, il y a Nicole Labité Sagouran, c'est bien ça. Et vous êtes, vous, directrice commerciale division véhicules de Japan Motors Bénin SAS. Oui. Alors, j'étais allé déjà sur Ghislaine. Lorsqu'on parle de Sonam, vous avez parlé des marques. Maintenant, quelle est la particularité par rapport à la participation à cette édition de Django Rally 2026? Ok. Alors, avec Sonam, tout le monde savait qu'il y avait Honda. Oui. Sonam, quand on parle tout de suite de Sonam, on se réfère à Honda. Mais aujourd'hui, il y a Premium Automobile qui existe, dont la marque MG, Maxus et Bestune, mais les Bestune en électrique et en hybride. Et notre participation pour le Django Rally, c'est pour montrer la performance de ces véhicules. Parce que ces 3 marques que je viens de citer en dernière position sont des marques chinoises. Donc ce serait une occasion pour nous, pour l'off-road, de montrer la capacité, la performance de ces véhicules. Alors, vous avez dit MG, c'est ça? MG qui existe depuis 100 ans et qui a été récemment racheté par les Chinois, ainsi que Maxus, et la marque Bestune n'est plus à représenter. Et Nicole, vous, qu'est-ce que la marque Japan Motors propose sur ce Django Rally? Ok. Japan Motors propose 2 véhicules spécifiques. Oui. Nous avons dans la marque Nissan Xterra. Xterra. C'est un véhicule SUV, Sport Utility Vehicle. Quand on dit déjà sport, vous savez déjà ce que ça veut dire. Un véhicule vraiment très sportif, très robuste, très haut, qui peut affronter toutes les conditions de terrain. Adapté au Django Rally, quoi. Exactement, adapté au Django Rally. Démontrer la puissance du moteur, démontrer la puissance des suspensions en route et en hors-route. Et voilà un peu
En dehors de ça, il y a la pick-up Photon. La pick-up Toonland, c'est une pick-up de marque chinoise. Ça vient de faire son entrée, mais nous voulons aussi démontrer aussi ses capacités sur route. Il y a déjà beaucoup qui l'utilisent, mais nous voulons encore plus accentuer afin que d'autres qui n'étaient pas convaincus soient vraiment convaincus des performances de ce véhicule. Donc, c'est 2 véhicules que nous mettons spécifiques. Oui. Alors, Sonam, il y a encore d'autres précisions par rapport aux véhicules qui seront en compétition. Bon, en compétition, c'est une manière de parler, oui, qui seront présentés au public le samedi et le dimanche. Bien sûr. Il y aura la Maxus D90 Mass, qui égale, c'est un SUV assez spacieux, qui égale la Prado, qu'on va mettre en exergue. Il y aura aussi la Maxus T60, qu'on va également mettre en exergue. C'est un pick-up pour tous les terrains. Oui. Donc les amoureux du terrain, BTP et autres, auront l'occasion de voir la performance de ce véhicule en question. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme mot de fin pour vous deux, pour parler de votre participation à Django Rally 2026. On commence par Nicole, l'invité. Quelques secondes, oui. Parce que le temps il est vraiment parti. On nous met un peu la pression du côté de la réalisation. Merci. D'abord, nous voulons beaucoup plus exhorter la population béninoise à surtout se référer aux véhicules neufs. Oui. Ça, c'est la première des choses. Et maintenant, voir un peu les catégories de véhicules neufs qui peuvent leur profiter selon les circonstances, selon les routes qu'ils veulent affronter. D'accord. Merci voilà. beaucoup. Merci. Ghislaine, rapidement pour finir. Merci à vous. Madame Nicole a déjà tout dit. Et je vais juste ajouter un petit point. Nous exhortons tout le monde à faire massivement un tour sur la place de l'Amazon les 9 et 10 mai. Nous allons exposer tous les véhicules. Et je suis sûre que chacun rentrera avec sa pièce. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous. Beaucoup. Merci Patrick. On va certainement suivre tout ça de loin. On va suivre tout ça de loin. Django Rally 2026, c'est à suivre, à ne pas rater. Absolument. Un mouvement s'installe donc avec Ghislaine Adimi. Elle est déjà sur ce plateau, vous l'avez deviné. C'est juste après. Ghislaine a une passion pour la moto. Je vous le souffle avant de démarrer. Elle a une passion pour la moto qu'on ne comprend pas très bien ces temps-ci. Vous voulez devenir motard? Oui, pourquoi pas. Mais non. Bonjour Ghislaine, bonne arrivée. Bonjour Jennifer. Vous avez tout fait pour ne pas être en harmonie avec moi. Bon. Ce matin. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai échappé à votre sort. Demain, on verra. Demain, on verra bien. Alors, on parle de motard, n'est-ce pas? On parle de motard. Alors, dites-nous tout. C'est la destination Bénin. On peut aller découvrir le Bénin à travers la moto. Absolument. Comment cela est possible? Qu'on vous prenne derrière une grosse cylindrée. Je pense qu'il y aura l'adrénaline, ce sera tellement intéressant. Mais vous savez, moi, je suis une grosse peureuse. Tout comme moi, mais ça me tente quand même. C'est tentant, mais j'ai beaucoup de réserve. En tout cas, il y a des gens qui n'ont pas peur comme nous. Alors, bonjour le Bénin. Pour tous ceux qui n'ont pas peur comme nous, qui adorent les grosses cylindrées, je pense que ça doit être quand même tout... C'est vraiment fou, je vais dire simplement, de faire le tour du Bénin à moto. C'est possible de faire le tour du Bénin à moto, monsieur Oscar? Si, c'est très possible. Et c'est très amusant aussi. Amusant, hein? Vous n'avez pas peur parfois? Non. Non? Non. Ah, bravo. Merci. Eh oui, ils n'ont pas peur, parce que tout un lot de motards béninois, ils ont fait le tour du Bénin. Pas le tour du Bénin quand même, mais ils ont fait Cotonou, Parakou à moto. Niki à moto. Cotonou, Parakou, Niki à moto. C'est presque le tour du Bénin quand même. Et mon invité me disait tout à l'heure qu'il leur arrive de faire Cotonou, le Togo, Ouaga, à moto. Alors, M. Oscar, présentez-vous à nos téléspectateurs. On a envie de tout savoir aujourd'hui parce que vous voyez passer en circulation, justement. D'accord, moi c'est Konyo Oscar. Je suis membre de l'Union des motards du Bénin. Je suis motard, mais actuellement je réside à Parakou. D'accord. Donc du coup, je fais de la moto. Ok. Voilà. Et d'où est venue cette passion? Moi, c'est ce que je veux comprendre d'abord. Vous étiez à la maison un matin, vous vous êtes rendu compte que vous aimez la vitesse? Non, bon, déjà que si je me rappelle bien,
Cette passion, je crois que ça vient de mon père. Parce que tout petit, il me mettait à moto. Et un peu, c'est venu comme ça et tout. Et la petite anecdote, en discutant avec lui tout à l'heure, il m'a fait comprendre qu'il a vendu sa voiture pour acheter moto. Mais non, Oscar. Il a vendu sa voiture à moins de coûts. Non, mais... Juste pour compléter ce qu'il avait sur lui pour acheter moto. J'ai dit là, ça c'est de la folie. Ça c'est de la folie. Si j'étais son épouse, je divorçais. Non, bon, pas jusque-là, mais quand même. Mais pourquoi avoir fait ça? La voiture est censée vous procurer plus de sécurité, hein, je pense. Et nous le motard les intempéries, justement. Le motard ne dira pas la même chose. N'est-ce pas? Ouais. Alors, le raid de Parakou, c'était quoi? D'abord, le raid de Parakou, c'était à la base pour faire découvrir le Bénin à nos frères qui sont à Cotonou, à nos frères étrangers. Déjà cette année, on a invité plusieurs nationalités. Le Bénin était là, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Nigeria. Et tout ce monde-là à moto? Tout ce monde-là était à moto. Ah oui, quand même on a eu près de 400 motos sur Parakou cette année. Ouais. Et sur la route, c'était quoi l'impression? C'était vraiment beau, c'était beau. Même, hein? Et on remercie la police et les sapeurs-pompiers qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de quadriller jusqu'à Parakou. 430 km. Et de Parakou pour Niki, l'aller-retour 240 km. Wow. Ça vous a pris combien de temps? En groupe, on ne va pas trop vite. D'accord. Mais pour un motard lambda qui roule normalement, je crois que Cotonou-Parakou, c'est entre les 3h, 3h30. Pardon? 3h, 3h30. Ouais. Entre... Minimum 7 heures. Hein? Non, mais on a de belles voies aujourd'hui et ça passe vite. C'est pareil, c'est en voiture ou quoi? Non, parce que c'est en moto. C'est en moto, pardon, oui. En voiture. Et les voies sont bonnes. Les voies sont très bonnes. Mais vous dépassez les voitures. C'est pas dangereux de rouler comme ça? Déjà, à la base, la moto est plus rapide que la voiture. Donc, même quand tu vas modérément dans les 150, les 170, tu dépasses la voiture. N'est-ce pas? Alors, l'événement motard en campagne, vous avez fait le raid de Parakou, c'est la deuxième édition. La deuxième édition. C'est quoi l'objectif réel derrière cet événement? Comme le nom le dit, les motards à la campagne, on a décidé d'enlever les motards de la ville de Cotonou pour faire découvrir l'intérieur du pays. Excusez-nous, très souvent on dit l'intérieur du pays n'est pas sécurisé. C'est ça. Et justement, j'allais vous poser la question de la sécurité. Comment vous vous y prenez? Oui, c'est notre pays, on ne va pas l'abandonner. Même si l'intérieur est mauvais, il faut qu'on aille découvrir, il faut qu'on y aille. Sinon, on abandonne. Qui viendra rester à notre place? C'est une façon de faire la promotion du tourisme local. Du tourisme local. Donc, du coup, les motards à la campagne, on quitte la ville, on va dans les contrées. On va montrer aux populations à l'intérieur du pays ce que c'est que la moto. On fait vivre l'événement à nos populations. Maintenant, quand on se déplace, on y va, on va faire des œuvres humanitaires. On va dans les orphelinats. L'année dernière, on a soutenu les orphelins du centre de Tchatchou. L'orphelinat de Tchatchou, c'est à Parakou. Oui. Après l'orphelinat, on est allé faire, comme c'était le jour de Pentecôte, on était dans l'hôpital de zone de Parakou, où tous les enfants malades, on leur a fait à manger, on leur a donné à manger. On a mangé avec eux. On a vu les parents malades, on les a accompagnés. Les motards ont un grand cœur. Hein? Oui, on a un grand cœur. Fait des œuvres sociales, en fait. Vraiment. Vraiment. Pour la Noël passée, on était par exemple à Porte-Novo. On a fait des cadeaux à toutes les dames qui ont accouché et qui n'avaient pas d'argent pour sortir de l'hôpital. Et sur place, on a fait une cotisation de plus de 800 000 pour accompagner ceux qu'on avait oubliés. Ouais. Très intéressant. Mais alors, moi, je suis toujours un peu curieuse. Lorsqu'on va en zone un peu rurale, on a l'impression que la voie est libre, on circule. Est-ce que vous prenez des dispositions, justement, en ce qui concerne, quand je parle de sécurité, c'est pour ne pas tomber, pour ne pas être heurté, pour ne pas dévier? Est-ce qu'il y a des sécurités? Et ne pas heurter la population. Exactement. Est-ce qu'il y a des précautions que vous prenez dans ce sens-là? Si. Déjà, si vous suivez nos images, à chaque départ, on fait des réunions, on fait des débriefings où tout motard qui n'a pas sa combinaison, n'a pas son casque, ne doit pas bouger. C'est comme une conférence de rédaction, carrément. Ne doit pas bouger. Même si nous mettons nos dames derrière, tant qu'elle n'est pas habillée comme nous, on ne peut pas bouger. Maintenant, quand on prend départ d'un point A à un point B, on a un éclaireur. Lui prend de l'avance. C'est lui qui balaye la route.
et qui permet aux autres de venir. Donc c'est lui qui impose aussi le la rythme vitesse, à suivre. Exactement. Donc lorsqu'il y a les populations, vous arrivez quand même à quadriller parce que lui prend de l'avance, le bruit, tout ceci. Ok, évidemment. Voilà. Ok, je comprends. Donc c'est l'éclaireur. C'est l'éclaireur. Et par exemple, pour l'événement de Parakou, tout ce qui est poste de police, les grands centres, on avait déjà averti. Et la police avait déjà mis des barrières pour nous. Donc, à chaque fois qu'ils voyaient les motos, on essayait de bloquer, de permettre que les motos passent. Un peu comme le tour cycliste. Exactement. Un peu comme le tour cycliste motard. Voilà. Mais pourquoi avoir eu l'idée de faire visiter le Bénin? Vous savez, Ghislaine, c'est un peu sa passion. Hein. Elle s'y adonne à cœur joie sur cette émission. Également, Amandine, à qui on fait un coucou. Pourquoi avoir pensé à faire découvrir le Bénin? D'accord. Je fais un coucou à 2 personnes. Nous sommes 3 à être organisateurs de l'événement. D'accord. On était juste ensemble un soir et on s'est dit, mais pourquoi ne pas inviter nos frères à venir sur Parakou? OK. Et l'idée était à la base d'inviter 50 motards. 50 motards, c'était l'idée principale l'année dernière. Banalement, on a passé le communiqué, on s'est retrouvé à 175 motards. Oh là là. Il y a eu de l'émulation. Il y a eu de l'émulation. 175 et ceux qui n'ont pas pu participer nous ont envoyé des messages, non, c'est pas gentil. Oh là là. Et cette année, on a dit, bon, OK, on va voir ce que ça va donner. On s'est retrouvé à 400 motards. Bon, c'est fou, hein? On s'est retrouvé à 400 motards. Et la petite histoire, hier, on a fait une réunion entre nous avec l'Union des motards du Bénin. Et on disait, ça nous a fatigués. On croit qu'on va en arrêter là. Et les doyens ont dit jamais. Vous nous avez donné du goût, vous deviez continuer. Donc, en fait, 400 motards. Dans cette petite ville de Parakou, il y a eu Goslo, non? Non, il n'y a pas eu Goslo. C'était très beau. J'oubliais, pour Parakou cette année, on a offert près de 150 casques à nos frères étudiants. Bravo. À nos frères étudiants pour éviter l'incivisme, pour éviter les accidents. Pour les encourager à aller à moto. À aller à moto. Ça, c'est la sécurité. Ce n'est pas une façon de conquérir du monde autour de vous. Vous êtes allé à la conquête des jeunes de Parakou. Il faut qu'on assure la relève. La relève. Vous assurez la relève. Qu'est-ce qui prouve que vous allez laisser, Monsieur Oscar? Je prie Dieu de ne pas laisser. Ah. Alors, parlez-nous du motard, le motard lui-même. C'est un voyou? C'est l'impression que les gens ont qu'on a, oui. Oui. Et... Mais M. Oscar est gentil, hein, on le sent. Ah, ben. Merci. D'accord. Le motard, en réalité, c'est vous et moi. Moi, vous êtes Pourquoi? sûr? Oui, c'est... Le motard, c'est une personne comme tout le monde. Ce n'est pas... La première impression, déjà, c'est que nous sommes des voyous. Parce que quoi? Notre accoutrement, ça ne coupe pas les rues. Notre façon de rouler. Donc, du coup, ceux qui ne vivent pas ça au quotidien se disent ceux-ci, c'est des voyous. En réalité, ils ne sont pas des voyous. Dans notre sein, il y a des avocats. Il y a des ministres. Il y a des policiers, il y a des douaniers. Et il y a plein de directeurs. Il y a le président de la République? Certainement pas pour le moment, il y en aura. Il y en aura. Il y en aura. Ah, mais quand même, voir ces cadres s'intéresser à la moto. À la moto. Oui, il y a assez de cadres parmi vous. Et il y a beaucoup de cadres étrangers qui voyagent pour venir vers nous, qui nous invitent aussi et on va aussi chez eux. Et justement, comment quel lien vous entretenez avec les motards d'autres pays? Je dirais merveilleux, ou bien je dirais très fraternel. C'est de la fraternité. C'est de la grande fraternité. C'est de la grande fraternité. Un jour, j'étais allé à Abidjan. C'était dans le... Je n'ai pas gardé de moto, j'étais en voiture. Et j'ai juste laissé un message à des frères ivoiriens. Avant de descendre à Abidjan, ils sont venus me chercher. À moto. J'étais allé, il y avait déjà le buffet qui était prêt, juste pour moi seul. Ils ont dressé un long buffet, on a mangé. J'ai fait 1 semaine, mon hôtel était payé. Je n'ai rien dépensé pour rentrer. On va rentrer dans... Non. Je vous vois bien, on va rentrer dans le club. Non. C'est une grande fraternité, au fait. En tout cas, moi, M. Oscar a promis la combinaison. Il a dit qu'il viendra m'attendre ici à la descente d'une émission. Est-ce que vous savez conduire ce genre de moto? Il veut m'apprendre à conduire. Et j'ai déjà un parrain. Oui. Bon, je vais peut-être finalement vous suivre, on verra bien. On verra bien. Si la fraternité elle est autant entretenue, pourquoi pas? Vous n'allez pas regretter. Alors, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir des prédispositions, justement? C'est la question. Si. C'est comme une voiture. On a un permis. On a un permis de conduire. Nos motos, elles doivent être assurées.
elles doivent être assurées. Et maintenant, toi-même, le motard, tu dois avoir ta combinaison, ton casque. Et il est complètement interdit de boire. Ah oui? Ouais. Tu ne dois pas boire. Okay. Parce que dans chaque club, bon, quand on sort, c'est qu'il y a des clubs. Et chaque club a son président. Okay. Donc du coup, quand on remarque que tu prends de l'alcool, que tu dérailles, on te saisit ta clé. Et tu as des pénalités à payer. On peut t'interdire même de rouler pendant une période. Mais vous êtes discipliné, en fait. Vraiment. On est très discipliné. On est discipliné en plus. Donc là, franchement, on va arrêter de vous traiter de voyous. Hein. C'est ce que nous demandons. En tout cas, j'ai une question. Hein. Oui. Pourquoi sur certaines voies, je ne sais pas s'il y a certainement un terme, on voit des motards conduire et soulever la moto. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire? Je savais que la question allait venir. D'accord. Non, ce n'est pas nécessaire. Le soulever la moto, c'est ça le wheeling, au fait. Le wheeling. Wheeling, d'accord. Oui, le cabrage. D'accord. Normalement, ça fait partie de la moto. Ah. Ça fait partie de la moto, ça s'apprend. Okay. Et dans d'autres pays, même, ça fait partie des compétitions. Ah. On était à Abidjan pour un événement. Le meilleur en wheeling, il a gagné 2 millions de francs CFA. Maintenant, est-ce que c'est bon de le faire en agglomération? Okay. C'est ça qui est non. D'accord. On doit normalement, quand on veut le faire sortir de la ville, aller sur une piste où il n'y a pas du monde, il y a presque personne. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que le motard, quelle que soit sa force, quelle que soit l'endurance, ça peut tomber. C'est ça. Et en tombant, en chutant, il peut blesser d'autres. Donc du coup, le faire en pleine ville, ce n'est pas du tout conseillé. Donc comme vous l'avez dit, même hier, on a fait des réunions. Pour l'événement de Parakou, je crois, dans l'une des vidéos, je disais, j'interdis tout wheeling, j'interdis tout dépassement. Pour éviter que les populations qui sortent pour nous applaudir, pour nous voir, il ne faut pas qu'on aille encore les créer des désagréments. Donc, voilà. Et est-ce qu'il arrive que le motard fasse un accident? Moi, je n'ai encore jamais vu, mais c'est sûr. Non, il y en a, oui. Il y a l'artiste ivoirien là. Ah oui, Arafat, mais il était tout seul. Hein, oui, nous ne sommes pas des immortels, nous sommes des hommes, on le fait. On fait des accidents. C'est vrai que vu la vitesse, vu la puissance de nos motos, nos accidents sont vraiment... Ça dépasse les autres. Ah, d'accord. C'est un peu plus dangereux. Donc, du coup, c'est pour éviter tout ça que nous prenons autant de précautions. C'est ça qui fait que moi, j'ai peur finalement. Oui, je vous encourage à avoir peur, Ghislaine. Hein, je tiens à vous. On a parlé du wheeling, qui est le fait de soulever la moto. La moto. Et ça que vous faites, vous couchez, vous bifurquez entre les voitures. C'est aussi dangereux. Comment vous appelez cette figure? Bon. Tout à l'heure, je vous expliquais que nos motos pèsent. On a des motos qui vont jusqu'à 500 kilos. Ah oui. Et quand tu es au repos, quand tu es dans le feu tricolore, par exemple, si tu ne sais pas faire, elle va te faire coucher. Ah, j'imagine. Mais quand tu mets la vitesse, elle devient très légère. OK. Donc... Même la moto de 500 kilos? Oui, elle devient très, très légère. Ah, ça? Beaucoup pensent que c'est parce qu'on a envie de faire de la vitesse. Exactement. On le fait, non. Nous-même, on a un poids qui nous dérange. Ah, donc, quand on met de la vitesse... Nos chers téléspectateurs, on les excuse. En tout cas, on en apprend beaucoup sur la moto aujourd'hui. Sinon, en agglomération, nous, on sait qu'on ne doit pas filer. Mais à des moments donnés, ça nous impose le rythme et tout. L'adrénaline. Dès qu'on a le vent au visage. Je vois pourquoi vous avez vendu votre voiture pour acheter votre moto. Elle a être franchement fou. Cette adrénaline-là, franchement... Il faut être suffisamment fou pour le faire. Je vous promets que vous allez... Jusqu'à quel niveau, M. Oscar, est-il fou pour la moto? Ma folie pour la moto, je crois que je n'ai pas de limite. Non, je ne pense pas avoir de limite. Pas de limite? Non, je pense pas. Mais là, vous êtes dangereux. Là, non, si vous n'avez pas de limite, c'est que vous êtes dangereux. Non, ma limite, bon, pas qu'en agglomération, pas en ville, faire de l'excès de vitesse, non. Mais quand je prends des pistes, quand je sors de la ville, quand j'ai un long voyage, oui, je n'ai pas de limite. Je roule normal. En tout cas, il y a une question que je ne vais pas manquer de vous poser. À Parakou, il y avait 400 motos. Combien de femmes? Les femmes qui ont roulé de Cotonou pour Parakou, on en avait 4. 4 femmes? Oui. Une a roulé du Togo pour venir à Parakou. Et il y avait une qui quittait le Ghana pour nous rejoindre, mais elle n'a pas pu. Empêchement de dernière minute. Ghislaine, vous allez nous ramener ces femmes. J'ai beaucoup de questions à leur poser. Mais j'avais fait un élément sur les Bien sûr, j'ai suivi, mais... Mais déjà,
Il y a 2 motards que je vais vous recommander qui ont roulé de Cotonou pour Ouaga. Ah oui. Oui. Elles ont fait tout le trajet jusqu'à elles sont revenues. Wow. Mais vous n'êtes pas fatigué quand même, j'imagine. De la vous vous courbature reposez, après. comment ça se passe? Bon, quand on est en groupe, on fait des escales. Ok. On dort par exemple à Kara. D'accord. De Kara, quand on démarre de Kara, c'est directement pour Ouaga. Ah. Mais quand tu es seul ou bien quand vous êtes un groupe de 5, on fait du direct. Là, vous n'êtes pas fatigué? On est fatigué, mais on tient bon. Quand même, hein? On tient bon. J'imagine. Alors, si on vous donnait le pouvoir de conquérir tout le Bénin, tout le monde n'a qu'à laisser les voitures, prendre la moto. Moi, Jennifer, je ne vais pas laisser. Non, si on nous je donnait serai la le seule pouvoir, incorruptible. si on nous donnait le pouvoir, nous, motards, je crois que les pays n'auront plus de barrières. Ah. Oui, parce que quelles que soient les difficultés, quels que soient les clivages politiques, tout ce qui va avec, nous, on a décidé d'aller conquérir, d'aller visiter. On nous dit souvent qu'il y a les zones rouges dans tel endroit, mais vous n'avez pas peur? On n'a pas peur, on le fait. On a mis les armes sur nous un jour au Togo quand on traversait. Oui. On a vu, il y avait assez de sécurité, mais on est passé. Mais qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance en fait? Non. C'est toujours la moto? Non. Devant toute chose, il y a Dieu. N'est-ce pas? Et après toute chose, il y a Dieu. Absolument. C'est une fraternité. Une fraternité, une belle conclusion. Surtout, je suis très impressionnée par les motards. Ghislaine, merci de me les avoir fait découvrir. Moi, je les voyais un peu de loin. On sait qu'on peut faire le tour du Bénin à Absolument. moto. Et grâce à la moto, des gens sont venus découvrir le Bénin. Et c'est beaucoup plus et le Bénin ce que profond. nous avons voulu faire passer aujourd'hui comme message. Exactement. Grâce aux motards, les gens viennent découvrir le Bénin. Et les gens viendront davantage découvrir le Bénin. Donc, pour tous les motards du monde entier, le Bénin est ouvert, les routes du Bénin sont circulables. Très. Merci beaucoup. Merci beaucoup et c'est sécurisé surtout ces motos-là. Ghislaine, on se dit à demain, n'est-ce pas? À demain. Toujours avec le même plaisir. Place à présent à la prochaine rubrique, Instant Santé avec Christelle Tongodo. Christelle Tongodo qui justement est en train de se mettre en place et vous allez le voir, chers téléspectateurs, Ghislaine m'a échappé en quelque sorte, mais il y a une surprise sur ce plateau. Christelle, bonjour. Tu veux dire qu'on est en harmonie de couleurs? Ah, même couleur. Comme ça, c'était passé le mot. Exactement. Bonjour Jennifer, comment vas-tu ce matin? Ça va très bien, bienvenue à vous. On parle avec vous de santé mentale. Hein? Absolument. On va suivre d'abord cet élément et on revient juste après. De la peinture, un pinceau et un tableau. À première vue, on se croirait à un séminaire Picasso. Mais ne vous méprenez pas, ici, on utilise l'art pour laisser parler ses émotions. Qu'est-ce que vous avez choisi comme couleur? La couleur verte. Pourquoi le vert? Je ne saurais te dire parce que généralement, je n'aime pas la couleur verte. J'ai juste laissé mes émotions me guider. Donc moi, j'ai choisi la couleur rouge. C'est la couleur qui me disait mieux aujourd'hui. Qui disait à peu près mon ressenti du moment. J'ai dessiné un carré en rouge. Carré pour dire que j'essaie, vous voyez le carré, un carré qu'on pose, ça c'est bien solide. Donc j'essaye de rester courageux face aux situations. Cela ne veut pas dire que je ne souffre pas, cela ne veut pas dire que je n'ai pas les émotions négatives. Donc j'ai dessiné ça pour dire que bon, actuellement je me sens courageux face aux défis de la vie. De l'art, du sport et de la relaxation. Ici, on priorise son moi intérieur. Ça me permet de décompresser, de me reconcentrer sur moi-même, de voir autrement les choses. À la fin, je me sens plus léger, détendu quand je rentre chez moi. Ça me permet de me libérer en vérité. Derrière cette séance de bien-être, il est surtout question de se donner les moyens de prendre soin de sa santé mentale. Lorsqu'il s'agit juste de petits chocs émotionnels de chaque jour, là, ça peut aider à détendre le corps mental, le corps émotionnel. Ça peut être utile pour des coups de stress, les coups de déprime, enfin, tout ce qui est mini-choc pour la cognition, les émotions surtout, mais qui n'est pas pathologique. Un déséquilibre au niveau de la santé mentale
peut favoriser l'apparition de nombreux maux, notamment la dépression, les troubles anxieux ou encore la bipolarité, d'où la nécessité d'en prendre soin. Et voilà, Jennifer, comme vous pouvez le constater, on parle aujourd'hui de la santé mentale et notre invitée, on ne l'aura pas en présentiel aujourd'hui. Elle va intervenir par appel téléphonique. C'est bien sûr le docteur Sylvie Deschacus, psychologue clinicienne. Bonjour, Madame Deschacus. Bonjour, Madame la journaliste. Comment allez-vous ce matin? Ça va, je me porte bien. Et vous-même? Ça va, un réel plaisir de vous avoir en ligne. Le plaisir est partagé. Alors, comme on vient de voir cet élément, est-ce que les activités artistiques peuvent-elles aider une personne à relâcher la pression et à retrouver son équilibre mental? Bien sûr, bien sûr. Bon, encore merci pour l'appel. Et évidemment, les activités artistiques, comme bien d'autres, qui peuvent aider à la relaxation, par exemple, de l'organisme, aident forcément toute personne en souffrance de se retrouver et de détendre son corps et de pouvoir retrouver un certain équilibre. Donc, voilà, tout ce qui est activité physique, culturelle, artistique, activité de nature, artistique, culturelle, de nature à aider, à détendre, à relaxer le corps, participe forcément au bien-être de l'individu. D'accord. Alors, chez nous, Madame Deschacus, quand on parle de troubles mentaux, on pense souvent à la folie et autres. Est-ce que cela empêche justement de reconnaître des troubles comme l'anxiété, la dépression ou la détresse émotionnelle qui sont des maux invisibles? Oui, merci. Non, c'est vrai que de façon générale, la conception que les gens ont de la notion de la folie fait rappel un peu à ce que nous appelons dans nos jargons les troubles psychotiques, par exemple, qui correspondent un peu à des pathologies qui sont suffisamment graves et spectaculaires, plus que des souffrances habituelles qu'on remarque chez les individus qui sont dans des douleurs que l'on reconnaît souvent. Et ça s'inscrit dans tout ce qui abonde, comme vous le dites, dans les questions de dépression, la détresse émotionnelle, l'anxiété, bon, pour ne citer que cela, pêle-mêle, bien sûr, bien sûr. D'accord. Il y a aussi certaines croyances qui font que les gens portent un regard, on va dire, critique à l'endroit de tout ce qui tend vers la santé mentale. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer dans une certaine mesure les mentalités en la matière? Tout à fait. On est d'accord avec vous. Vous savez, il y a surtout le problème de manque d'information. Bien sûr. Que nous travaillons, que les psychologues ou la plupart des spécialistes de santé mentale travaillent à dépasser. Donc, cela appelle aux notions de croyances, les croyances selon lesquelles la souffrance doit être soit médicale ou spirituelle. C'est ça. Et donc, il y a lieu forcément de travailler à changer le regard des uns et des autres vis-à-vis des croyances qui ont été entretenues depuis des temps anciens, depuis de longtemps. Mais il y a quand même des efforts louables qui sont à noter, à saluer vis-à-vis de tout ce que tous les spécialistes de santé mentale s'attellent à faire dans notre pays pour vraiment changer les hommes, pour changer ce regard-là.
Alors Jennifer, oui. Justement, merci Christelle. Est-ce qu'on peut soi-même, Madame de Chacus, se dire j'ai un problème, je dois aller me faire consulter ou aller chez le psychologue? Parce que, comme vous le disiez avec Christelle, quand on dit ça tout de suite, on pense il est en train de me traiter de fou, elle est en train de me traiter de folle. À quel moment je me dis il est temps que j'aille consulter parce qu'au niveau de la santé mentale, ça ne va pas? Vous savez, chaque individu se connaît mieux. Hein. Le meilleur médecin, c'est l'individu lui-même qui a la meilleure connaissance de son corps, de son organisme. Lorsque vous sentez déjà que les dispositions, je dirais même les ressources dont vous disposez pour faire face généralement aux situations nouvelles qui se présentent à vous sont dépassées, et que vous ne disposez plus suffisamment de ressources pour faire face à ces souffrances-là ou à ces situations nouvelles. Donc, en quelque sorte, vous n'avez plus vous-même les ressources suffisantes pour répondre à cette sollicitation extérieure. C'est souvent le cas des manifestations du stress, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan physique. Mais là, il faut savoir écouter le corps et puis demander de l'aide. Demander de l'aide, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de personnes, hein, comme vous le disiez, qui tiennent bon malgré tout. Est-ce que c'est une force ou une faiblesse, Madame de Chacus? Ah non, ça n'a jamais été le cas. Hein. Il faut dire que la situation varie selon le potentiel de chacun. Nous avons des expériences de vie divergentes. La personnalité n'est pas la même. Les ressources disponibles, je le disais tantôt, varient également selon les individus et selon leurs capacités, même à gérer les émotions. Oui. Autant de choses qui... vous prenez par exemple même le cas des femmes qui sont sur plusieurs tableaux, qui ont des responsabilités de diverses natures, de divers ordres. Charge mentale très épuisante. Il ne faut pas être un surhomme non plus pour comprendre qu'on a tous des limites et que quand on est à la limite de ses capacités, il faut savoir demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force de savoir le faire. Mais il faut dire que nous devons également sensibiliser nos populations à savoir accorder l'écoute, la bonne écoute, l'écoute empathique à autrui qui se retrouve en difficulté et qui, même parfois, n'a pas besoin explicitement d'aller vers cette autre pour demander de l'aide, mais à travers les signaux, il faut savoir être regardant. Vous sentez quand est-ce que votre partenaire, par exemple... le rôle du conjoint en d'autres termes. Notre alerte et que, voilà, se sent dans le besoin, vit une détresse et se sent dans le besoin d'être écouté et assisté. D'être accompagné, tout simplement. Alors, voilà, tout à fait. Il y a aussi... Et vraiment dans de bonnes dispositions d'esprit pour accorder cette écoute qui soit bénéfique pour la personne qu'on écoute, bien entendu. D'accord. Il y a aussi un autre fléau, hein, celui des réseaux sociaux qui donne l'impression que tout le monde va bien. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Personne n'aime afficher ses échecs, ses traumas. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas un autre mal qui gangrène la société aujourd'hui? Oui, oui. Bien entendu, vous savez, à l'ère de la digitalisation du numérique et voilà, du développement des réseaux sociaux, pour les TikTok, tout doit passer par là, où tout le monde s'y met. Hein. Évidemment, si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes en marge. Aujourd'hui, de la société, de ces réalités. Autant cette arme qui
arme qui est une force et qui accompagne le développement de l'information, puisque on n'est plus, l'un n'est plus à la lecture, aux livres, même aux journaux. Hein. C'est beaucoup plus au numérique, aux réseaux, sociaux. Moi, je pense que cette force qui est en même temps une faiblesse, en ce sens que les informations qui sont diffusées autant contribuent à construire, mais également à détruire. Il y a lieu que voilà, ceux qui sont les autorités qui ont la voix à réguler et tout ça, ils travaillent bien sûr avec la participation, le soutien de vous, les journalistes, qui devaient aussi contribuer à accompagner nos institutions qui ont le rôle de pouvoir réguler tout ça. C'est ça. Jennifer? Oui, une bombe, hein, c'est une arme. C'est une arme. Absolument. Alors, j'ai également une question, Christelle. Madame de Chacus, à quel moment, tout à l'heure, vous avez parlé de stress, de beaucoup de facteurs, à quel moment on décide d'arrêter ce qui ne nous fait pas du bien d'une façon ou d'une autre, que ce soit l'utilisation des réseaux ou dans plusieurs aspects, plusieurs domaines de notre vie. À quel moment on sent que c'est le trop-plein et qu'il faut faire une pause, ou est-ce que plutôt il faut continuer à chercher de l'aide auprès des psychologues? Vous connaissez mieux que personne. Hein? D'accord. Vous savez ce qui, en général, tout individu sait ce qui lui fait bien et ce qui lui est aussi nuisible. Et je pense que nul n'aspire à s'affliger de douleurs inutiles. On est d'accord que la résilience, elle est importante, elle fait partie du quotidien de l'homme pour se maintenir aussi en équilibre. C'est important, mais on n'est pas là non plus pour s'auto-flageller. Lorsque, par exemple, face à vos monologues intérieurs, c'est-à-dire que face à toute situation que vous vivez des monologues intérieurs, vous êtes en interaction avec vous-même, à l'écoute de vous-même, sur tout ce qui relève que ce soit de vos comportements, de vos émotions, de tout ce que vous vivez, et vous pouvez vous analyser. En analysant un monologue intérieur où vous parlez à vous-même, il faut savoir encourager ce qui est positif et constructif pour vous-même, et puis savoir stopper ce qui est nuisible. Et ça, je crois qu'il n'y a personne mieux que vous-même pour savoir le faire. Maintenant, si pas extraordinaire, vous n'êtes pas dans les dispositions à le faire, parce que des situations de la vie peuvent amener à développer certaines pathologies. Et parfois, le cas des addictions chez certains individus, et que vous vous sentez dépassé, vous n'avez plus un bon seuil de contrôlabilité sur ce que vous devez faire ou ne devez pas faire sur vos comportements, sur la gestion de vos émotions et autres. Je l'avais dit, il faut savoir demander de l'aide, et aujourd'hui, vous avez beaucoup de psychologues sur les places et qui peuvent vous accompagner. Et je pense qu'il vaut mieux agir vite avant que ça n'aille trop loin et que voilà, ça n'entre dans les troubles psychotiques. Alors, vous êtes obligé d'aller vers le psychiatre, qui est le médecin spécialiste de la santé mentale,
ou cela peut vous amener à, à la thérapie médicamenteuse. C'est bon. Je crains que vous rentrez dans une phase où ça soit un peu trop difficile à gérer et que vous ne puissiez plus être maître de votre destin et être capable de contrôler la situation à vous tout seul. Merci beaucoup. Alors, il y en a un, docteur Deschacus, qui par nature se replie sur eux-mêmes, qui ne s'ouvre pas. À quel moment le silence devient-il dangereux justement pour ces personnes-là? Pardon, je n'ai pas bien entendu. À quel moment le silence devient-il difficile ou dangereux, je vais dire, pour ces personnes-là qui par nature se replient sur elles-mêmes ou qui ne s'ouvrent pas tout simplement? Ah oui, vous savez, nous vivons des temps de grande solitude, hein, où l'individualisme a pris un pas oui. sur les autres. On ne reconnaît même plus les sources, même les fondements même de ce qui incarne notre culture, qui est reconnue pour des cultures de grande solidarité, de grandes vertus, de grandes communautés, oui. J'en passe. Mais que faut-il faire? Aujourd'hui, malheureusement, chacun, les réalités de la vie, les sollicitations de la vie, aujourd'hui, les exigences sont telles que on est de plus en plus replié sur soi-même, mais ce n'est pas une raison pour que lorsqu'on se retrouve en situation de détresse et que dès qu'on a senti l'alerte, lorsque dans les détresses on a atteint une phase d'alarme où l'organisme ne réagit plus bien face aux sollicitations extérieures, face aux agressions de l'environnement, face aux réalités qui se présentent à lui, et que là je verse un peu dans le stress en abordant ces phases face au syndrome d'adaptation, lorsque l'individu ne sent plus réagir favorablement à l'alerte et que les ressources dont il dispose lui-même sont dépassées, je pense qu'il y a lieu de rompre le silence et de faire appel peut-être d'abord aux proches, que ça peut être la famille, des amis, des collègues. L'entourage immédiat, vous voulez dire. Exactement. Et bien, lorsque ceux-là ne disposent pas non plus des compétences, des ressources pour accompagner, il faudrait que l'individu lui-même ou bien ses accompagnateurs, à leur tour, ça se fait, hein, on le voit souvent, il y a des proches de personnes en situation de détresse qui nous font appel pour accompagner. Donc, ceux-là aussi ont le droit de pouvoir, tout en respectant l'intégrité et l'intimité de la personne en difficulté, l'accompagner dans ce sens-là. Une fois qu'il est favorable, ceux-là aussi peuvent l'accompagner vers les spécialistes qui sont à même d'accompagner l'individu pour qu'il retrouve son état d'équilibre. D'accord. Madame Deschacus, je vais vous demander très très rapidement de résumer cet entretien. En quelques mots. C'est pas simple, hein, l'exercice que vous me demandez. Hein. En quelques mots, le message essentiel à garder. Ben, un mot, c'est demander à toute personne qu'aujourd'hui, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Absolument. Et surtout, quand il s'agit des questions qui touchent à la santé mentale.
dès lors que l'individu qui est maître de lui-même, a l'habitude de gérer les situations qui se présentent à lui, se retrouve face à des limites, lorsqu'il se sent dépassé, lorsqu'il voit ses ressources s'amenuiser, lorsqu'il ressent une certaine fatigue, une certaine baisse d'énergie, où il se sent simplement dépassé par les événements, il ne faudrait pas qu'il traîne. Il faut savoir en espérant que ça ira mieux après. C'est ça. Il faut qu'il demande de l'aide, soit à des proches, soit aux spécialistes, s'il en a connaissance, et pour que la prise en charge soit immédiate. Et parce que quand la prise en charge est immédiate, le retour au normal, le retour à l'équilibre est aussi rapide et tout rentre aussi vite dans l'autre. Merci beaucoup à vous, Dr Deschacus. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et vous étiez en notre compagnie ce matin pour nous parler de la santé mentale et on vous recevait justement au téléphone. Exactement. Merci beaucoup, Christelle, pour ce sujet d'intérêt. Demain, c'est la fin de la semaine. Hein. Absolument. Vous nous ramenez un autre sujet. Vous nous ramenez un autre sujet. Je vous raccompagne donc et j'installe le tout prochain plateau, la page sport. La page sport avec Hugues Zissouzuno qui est déjà là, qui est déjà en place. Bonjour Hugues et bienvenue. Bonjour Jennifer, bonjour à tous, bonjour à toutes et très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Alors, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est en finale. Le Paris Saint-Germain est à nouveau en finale de la Champions League européenne de football. Le PSG a fait un match nul, 1 but partout face à l'équipe du Bayern. 1 partout. Le PSG l'avait déjà emporté au match aller. Paris est magique. Rencontre magique entre le PSG et le Bayern Munich. Score final. Après. Et on parle également, hein, Hugues, pour finir la page des sports de Toundé. Toundé, c'est un Béninois qui pourrait jouer en NBA. Exactement. Toundé, un jeune Béninois que les gens ont vu dans les playgrounds, comme on dit ici, un basket qui se pratique un peu partout. Toundé, un très jeune joueur prometteur qui est arrivé aux États-Unis. Mais avant d'arriver aux États-Unis, il a été entraîné par Domingo Eric, alias Kovaski, le regretté. Toundé est passé par Phoenix Aspac, hérité 2A2B puis énergie. Très tôt, le jeune et très talentueux a montré beaucoup de détermination. Grâce au contact au head coach américain Tom Mott, Toundé Yessoufou a obtenu une bourse d'études de basket en full scholarship pour rejoindre le lycée. Toundé a impressionné et Toundé a surtout fait un dunk qui va rester dans les mémoires. Comme Toundé, d'autres jeunes joueurs béninois sont passés par là, notamment Abdou Barré, Gado Bossé, sans oublier celle que nous avons reçue il y a quelques années ici même à l'ORTB qui est devenue la SRTB. Je parle notamment de Candace Petikou. Et puis Toundé est parmi les joueurs qui sont draftés. C'est une grande première dans l'histoire du basket béninois tout simplement. On n'a jamais vu un joueur béninois à ce niveau. Il aura 20 ans ce mois de mai et Toundé pourrait être le premier Béninois formé au Bénin qui va rejoindre peut-être la NBA. On lui souhaite vivement. Vivement, beaucoup de chance. En tout cas, c'est beaucoup de fierté, hein, comme vous le disiez sur ce plateau. Est-ce que, donc, on réalise là qu'on peut être béninois, formé au Bénin et atteindre les plus hauts sommets. Hein. Vous avez bien trouvé la transition et c'est ce que les gens appellent le success story. Un joueur que tout le monde a vu dans le championnat, un joueur formé ici, un joueur qui joue sur nos paquets et qui va aux États-Unis. Il fait 1,98 m, c'est la taille d'un meneur. Presque 2 mètres, il ne fait pas 2 mètres, mais c'est un joueur qui est très athlétique et surtout qui est performant avec de très bonnes stats. Et on espère que Toundé va signer en NBA. Un joueur formé au Bénin qui va jouer en NBA. On croise les doigts et on espère qu'il va jouer. Est-ce que vous pensez qu'il a toutes les chances en dehors de la taille, hein, 1,98 m, c'est impressionnant. Est-ce que vous pensez qu'il a toutes les chances, toutes les aptitudes pour y arriver? Il a le talent, il a le talent. Il a montré depuis qu'il est aux États-Unis, depuis qu'il est à l'université, il a battu presque tous les records dans sa catégorie. Maintenant, c'est le grand défi ce mois de mai, ce mois de juin et on espère enfin
qu'on va avoir un joueur. On a presque eu Mufta Ouyaru qui devrait jouer en NBA, blessé quelques temps avant ce que les Américains appellent draft. Draft, ça veut dire choisi en fait, au draft. Donc choisi, il n'a malheureusement pas été choisi. Et on croise les doigts parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui jouent en NBA, notamment Joel Embiid qui a quitté le Cameroun à l'âge de 15 ans, qui a été MVP, the Most Valuable Player, c'est-à-dire le meilleur joueur de la Ligue. Donc on peut quitter l'Afrique pour devenir meilleur joueur. On a vu également des joueurs nigériens ou congolais qui ont quitté leur pays, qui ont réussi ce pari. Et vivement qu'un Béninois arrive enfin à signer en NBA. Oui, alors congolais, c'est vrai que je ne suis pas très basket, mais je pense qu'il y a Serge Ibaka. Hein. Serge Ibaka, il y a d'autres joueurs. Il y a Hakim Olajuwon, le Nigérian, qui est parti. Lui qui racontait qu'il a choisi sa ville parce qu'il faisait un peu chaud comme chez lui à Lagos et qui a été également MVP de la NBA. C'est-à-dire, le meilleur joueur, je résume parce que quand je dis most valuable player, ça peut être compliqué pour ceux qui ne comprennent pas anglais, mais c'est le meilleur joueur de la saison régulière. Donc on a déjà des Africains qui l'ont été. Joel Embiid qui devrait signer pour la France, tantôt camerounais, finalement il a signé pour les États-Unis. Il était au JO en 2024 à Paris. Et il a surtout énervé le public français en remportant non seulement les JO, mais en étant l'un des plus grands joueurs des JO de 2024 et l'un des plus grands joueurs de la Ligue. Merci beaucoup, Hugues. Je ne vais pas vous laisser partir sans donner peut-être un conseil à peut-être ceux qui sont dans leur petit village, peut-être dans leur petite ville, dans leur chambre à nourrir de grands rêves, qui sont peut-être passionnés. Ressembler à Tourné, parce que Tourné qui signe juste un contrat universitaire et qui fait un paquet au CG1 de Djougou. C'est impressionnant. Imaginez le jour, il va signer en NBA, son mental, son feeling et ce qu'il pourrait faire pour tous ces jeunes Béninois. Exactement. Donc tout le monde peut y arriver. Hein? Absolument. On aura de grands noms du sport au Bénin. On y croit fermement. Merci beaucoup à vous, Hugues. Je vais donc à présent vous raccompagner et installer Marcel Arrossi pour la revue de presse. Marcel Arrossi, bonjour. Bonjour Jennifer, bonjour à toutes. Vous êtes très élégant. Merci, alors, très gentil de votre part. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? L'actualité de ce jour s'articule autour de 3 axes: héritage politique, attente de gouvernance et réalité urbaine. Nous commençons avec Gaskiani Info. Le journal ici met en perspective une figure majeure de la vie politique béninoise, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président de la République que vous connaissez très bien. À travers un regard rétrospectif, Gaskiani Info souligne l'influence durable de l'ancien président sur plusieurs trajectoires politiques: Boni Yayi, Patrice Talon et aujourd'hui Romuald Wadayi. 3 parcours que le journal relie à un même point d'origine. Gaskiani Info rappelle notamment le rôle joué par Soglo dans les débuts de Boni Yayi dans les années 1990, puis son accompagnement indirect dans l'ascension de Patrice Talon. Concernant Romuald Wadayi, le journal met en avant une déclaration de soutien explicite qui insiste sur ses compétences techniques et sa vision. Au-delà des individualités, le quotidien insiste sur une constante, celle d'un acteur politique resté influent, non par l'exercice direct du pouvoir, mais par son rôle de conseil et d'orientation. Du côté de Matin Libre, le regard est tourné vers l'avenir immédiat. Le journal souligne et s'interroge sur la composition du premier gouvernement de Romuald Wadayi, attendu après son investiture du 24 mai prochain. Plusieurs hypothèses sont évoquées. Matin Libre anticipe un exécutif à dominance technocratique dans la continuité du modèle observé ces dernières années. Le principe de compétence est mis en avant avec la possibilité d'une ouverture à de nouveaux profils parfois peu connus du grand public. Et le journal note que des ajustements politiques ne sont pas du tout exclus. En résumé, il présente ce premier gouvernement comme un moment décisif qui devra à la fois rassurer et donner une orientation claire au nouveau mandat. Enfin, la nation et fraternité reviennent sur les fortes pluies enregistrées à Cotonou et dans ses environs. La nation fait état de perturbations importantes de la circulation et relaye la réalité
réaction du maire Luc Nyankadia qui assure la mobilisation des équipes municipales. Le journal met en avant la nécessité de renforcer la résilience urbaine face aux effets des changements climatiques et à l'urbanisation. De son côté, Fraternité décrit avec plus de détails les conséquences immédiates des intempéries, routes inondées, véhicules immobilisés, quartiers submergés, mais le quotidien observe également une amélioration notable dans plusieurs zones déjà. L'évacuation des eaux a été relativement rapide après la pluie. Un résultat attribué en partie aux travaux d'assainissement en cours, même si certaines localités, notamment à Abomey-Calavi, restent vulnérables. Ainsi va la presse ce matin. Merci beaucoup à vous donc, Marcella Rossi. C'est tout pour la revue de ce jour. Et c'est tout, mesdames, messieurs, pour ce numéro de Bonjour le Bénin. On se dit à demain et d'ici là, portez-vous bien.